Bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mardi 9 octobre 2018 et on peut constater un début de semaine plutôt calme sur les marchés. Il n'y a pas vraiment de mouvement, on a plutôt de l'aversion pour risque. Même si on a les marchés américains qui ont quand même rebondi hier, on a eu un début de séance plutôt compliqué avec un S&P qui baissait de plus d'1%. Finalement, il a clôturé plus ou moins à l'équilibre en léger repli. Nasdaq 100 par contre, il a continué à enregistrer des pertes. On va voir un petit peu ce que nous pouvons attendre de cette séance, mais a priori on va avoir un rebond des marchés actions. En tout cas, les futurs européens qui étaient dans le vert ce matin. Donc, on va commencer par les indices. J'ai pris connaissance de vos commentaires. Vous savez que pendant l'enquête qui a duré à peu près 2 semaines, qui a duré 2 semaines, ça va beaucoup m'aider pour mes points de marché. Ça va beaucoup aider également mes collègues de DLFX et d'IG. Donc voilà, merci en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup, ça permettra de nous réorienter afin de répondre plus en tout cas aux besoins des participants de ce webinaire. Donc voilà, merci beaucoup. C'est la première chose que je voulais vous dire. Seconde chose, eh bien écoutez, bonjour à vous Raymond, bonjour Edgy, Brice que je salue également, Franck, bonjour à vous. Voilà, on va commencer par l'avertissement gaz cerise, comme d'habitude, je vous invite à le lire. Le trading avec effet de levier amphi, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Bon, au niveau du briefing de l'activité, c'est extrêmement light, comme vous pouvez le constater. Au niveau de l'Italie, on a le dirigeant de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, qui a confirmé que le gouvernement ne fera pas marche arrière sur l'aggravation du déficit prévu pour 2019 à 2,4%. Je vous rappelle 2,4% du PIB. Et le FMI qui a revu en baisse ses prévisions de croissance mondiale de 3,9 à 3,7% cette année en raison des tensions commerciales avec les USA, le Brexit et l'instabilité des marchés émergents. Alors, on a la prévision pour les États-Unis qui est maintenue inchangée. Par contre, celle de la zone euro avec ses pays membres, l'Allemagne, la France, l'Espagne, ça a été revu à la baisse. La prévision de l'Italie n'a pas été revue à la baisse, tout comme celle du Royaume-Uni. Et voilà, donc elle a fait ça pour le G10. Enfin, j'ai pris connaissance des chiffres pour le G10, je les ai pas tous en tête, mais voilà, en clair, États-Unis inchangé, zone euro revue à la baisse. Au niveau du résumé de la séance américaine et asiatique, donc comme vous pouvez constater, on a eu le DXY clôturé dans le vert, Dow Jones dans le vert également. Sinon, les autres marchés, les autres indices américains ont clôturé dans le rouge. Ce matin, nous avons le 10 ans US qui flirte avec les 3,25%. Il gagne un point de base depuis hier matin. Le yen prend 0,10. Le yen qui a devise qui surperforme le forex à court terme. Le gold plus 0,41. Le Nikkei moins 1,32 et le Shanghai moins 0,8. Moins 0,08, excusez-moi. Au niveau du calendrier économique, ça va être une journée encore assez calme. Donc nous avons donc World Economic Outlook, donc c'est les prévisions mondiales, enfin prévisions du FMI qui ont été publiées. Et voilà, globalement, vous voyez qu'on n'a pas vraiment de statistiques attendues cet après-midi. Mise en chantier au Canada, sinon vous voyez que eh bien ça sera tout globalement. Ça sera tout. À noter que la balance commerciale chinoise est déficitaire au mois d'août, tout simplement parce qu'on a eu une hausse importante des importations de pétrole, qui a qui a changé l'excédent en déficit commercial. Voilà, mais sinon hors pétrole, on a quand même un excédent commercial au Japon. Et si on regarde la balance des paiements, elle est positive. Au niveau des chiffres, au niveau des tendances, on voit que le NZD continue à enregistrer une baisse assez importante. On a l'yen, qui a moins 0,10 ce matin. Bon, quand je me suis connecté il y a de ça un peu plus d'une heure, c'était l'une des premières devises. Le dollar qui surperforme avec le JBP. Bon, on n'a pas vraiment de tendance, à part le NZD où voilà, c'est vraiment clair. Il y a vraiment clair. Il n'y a pas non plus un momentum très important, mais on voit que le NZD, c'est la devise qui finalement enregistre la plus importante amplitude, j'ai envie de dire, que ce soit haussière ou baissière. NZD, moins 0,27 face au dollar
USD. Donc si on regarde tout de suite le NZD Index, pour rappel, hein, NZD Index c'est bien bearish, tout comme l'AUD, sauf que l'AUD rebondit voilà à court terme, mais NZD bon c'est baissier. C'est baissier, que dire à part que ce soit baissier, eh bien pas grand chose. Bon, on a une petite divergence, on voit que le RSI s'aplatit alors que le prix continue de baisser. Est-ce que c'est pour nous indiquer qu'on va avoir un rebond sur cette oblique de long terme? Je ne sais pas, en tout cas on peut pas anticiper, on peut pas se baser sur cette oblique pour payer le NZD à cette oblique de façon aveugle sans attendre un rebond. En tout cas, au vu du momentum baissier qui est hyper, enfin très important, c'est trop risqué d'acheter un support parce que c'est simplement un support. Ouais, donc il faut attendre des signaux haussiers. Et pour un moment, tant que le NZD finalement est dans ce canal, la Golden Spine est sous le nuage et que le prix voilà est dans ce canal baissier, pardon, eh bien le momentum et la tendance restent indiscutablement baissière. La UD c'est pareil, on voit qu'on a un petit rebond. Maintenant, est-ce que ça revient mettre en cause la tendance baissière? La réponse c'est non. Au contraire, finalement ce rebond va nous permettre de passer à la vente à un bien meilleur prix. Voilà, donc moi je reste négatif sur tout ce qui est NZD, AUD face à presque toutes les paires. Le yen index, alors on regarde, qui a progressé encore une fois hier, qui est entre sa moyenne mobile à 250 jours. Par contre, la Spine réintègre son nuage. Donc on a en fait un changement de tendance. On passe techniquement d'une tendance baissière, puisque le prix, rappelez-vous, la semaine dernière était sous la moyenne mobile à 200 jours et la Spine était sous le prix et sous le nuage. Donc on passe d'une tendance baissière à une tendance neutre. Voilà, donc yen, pour le moment, c'est neutre. Il y a de l'aversion pour le risque depuis quelques séances. On le voit grâce à la flambée des rendements américains, la flambée soudaine, hein. Le fait qu'il y a un momentum important sur les rendements américains, eh bien on a un momentum haussier, hein. Ça veut dire une vente, hein, finalement, une vente des obligations américaines. Eh bien ça justifie un sell-off, enfin ça justifie un certain degré d'aversion pour risque. On a également le VIX ici qui vient justifier un certain degré d'aversion et on a le Nasdaq. Excusez-moi. Donc Nasdaq, c'est l'indice américain qui est peut-être le plus solide, hein, finalement. C'est peut-être celui qui est le plus solide. En tout cas, les marchés américains sont les plus solides, hein. On le voit, guerre commerciale, ça n'a pas vraiment d'impact. Il y a presque rien qui a un impact sur le marché américain. Par contre, depuis 2-3 séances, on a des baisses. Donc on voit bien que même si, enfin, quand on a les marchés américains qui sont en baisse, ça veut dire qu'il y a de l'aversion pour risque à court terme. Donc VIX en hausse, marché américain dans le rouge, et enfin la flambée des rendements longs américains, des taux longs, pardon. Voilà, tout ça illustre finalement un certain degré d'aversion pour risque. Et c'est ça qu'alimente le yen. C'est ça qui alimente le yen. Donc, dès que le VIX reprendra une baisse, dès qu'on aura un rebond des techs américaines, ça devrait être positif pour les marchés actions et ça devrait être négatif pour le yen. Voilà, donc le yen, on est dans une tendance neutre. On a certes une amélioration sur l'aspect technique, où on passe d'une tendance baissière à une tendance globalement neutre, ce qui n'est pas suffisant à mon goût pour mettre en place des stratégies acheteuses. Voilà. Et excellent exemple qu'on a eu ici en début octobre. Pourquoi c'est extrêmement compliqué de trader les ranges? Eh bien, vous voyez, on a la réponse devant nous. Range. Et en fait, les bornes sont comme des zones, si vous avez envie. Sauf que la zone, on ne peut pas vraiment la déterminer. Donc, on peut avoir un breakout et ensuite une réintégration. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de trader les ranges. C'est très compliqué de trader les ranges et c'est pour ça qu'il faut absolument attendre finalement la clôture à l'extérieur et même une confirmation. Plus le range est long, plus il va falloir attendre des confirmations, c'est-à-dire un nombre de chandeliers à l'extérieur de ce range, une clôture hebdomadaire, une hausse des volumes, un indice qui vient confirmer cette baisse. Voilà, un symbole breakout. Dès qu'on a un range de plus de 3 mois, il faut confirmer le breakout par un autre indicateur ou par un certain temps. Voilà, un certain temps. Donc ça peut être attendre 3 chandeliers finalement, ça peut être attendre la clôture hebdomadaire, ça peut être voilà, différents types de confirmation, des volumes, etc. Donc je commence sur les indices puisque voilà, on a dans vos commentaires, vous m'avez demandé de parler des indices en premier. Alors indice européen,
Donc déjà, pardon, on va commencer par les indices américains parce que c'est important. Indice américain, S&P sur support. Sur support, et ce n'est pas un support fragile, qui n'est pas des moindres, hein, puisque c'est l'ancien sommet, hein, vous voyez, de janvier. C'est également la span A du nuage, et c'est également la moyenne mobile à 50 jours, 50 séances. Donc bien qu'on ait un RSI qui passe sous 50, là on est sur un support important. Si le S&P clôture sous support, dans ce cas-là, on ira chercher cette oblique et potentiellement la moyenne mobile. Et au niveau des techs, je vais pas faire tous les indices américains, je vais pas faire le Dow Jones parce que c'est pas le Dow Jones qui donne, on va dire, vraiment un climat des investisseurs, hein. Enfin, c'est pas lui qui vient représenter un climat. Nasdaq, bon là il est sur la span B, vous voyez, la base du nuage Ishimoku. On est passé sous la moyenne mobile à 50 jours. Voilà, maintenant, est-ce que ça revient mettre en cause la tendance haussière? La réponse est non. On a une belle respiration. On a une belle respiration. Vous voyez, on a une baisse quand même de plus de 4%, hein, depuis le sommet, depuis le début du mois. À noter que Netflix est la première société à publier ses résultats parmi les GAFAN, les FANG, vous savez, les mastodontes technologiques. Ça sera lundi prochain. Cette semaine, on rentre dans la saison de publication des résultats. On commence par les banques vendredi. Lundi, ça sera Netflix. Donc Netflix ouvrira le bal des techs lundi prochain. Et qui dit saison des résultats dit généralement hausse des marchés actions. Voilà. Donc voilà, à surveiller. Mais Nasdaq, je pense qu'on a fait un point bas. Maintenant, on n'a pas encore d'indication technique, on n'a pas d'avalement haussier, on n'a pas de signaux techniques. Mais vu voilà, la performance, on voit que le Dow Jones a clôturé dans le vert, le S&P dans le rouge, à l'équilibre, on va dire en léger repli, alors que la semaine dernière, je vous rappelle, on avait vraiment une baisse importante de tous les indices. Donc voilà, on voit qu'il y a un climat qui s'améliore. On a vraiment du 10 ans américain qui, ça y est, continue à progresser, mais très légèrement. Il prend un point de base depuis hier. C'est pas comme la semaine dernière où en une séance il avait pris 15 points de base. Voilà. Et le VIX, il est revenu il est assez haut. Donc voilà. Donc un climat qui devrait s'améliorer. Un climat qui devrait s'améliorer. D'ailleurs, on va regarder simplement le VIX. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un disparity index à 10 périodes. Et on va ajouter des bandes de Bollinger 10 périodes. 10 ou 200, pardon. Alors non, pardon. Là, c'est les bornes. Voilà, donc on est VIX. Vous voyez que le disparity, donc l'écart relatif entre le VIX et sa moyenne mobile à 10 périodes est de 13%. En général, dès qu'on a ce disparity index qui croise à la baisse 10, donc 10%, on a un signal d'achat sur le S&P. On a un signal d'achat sur les S&P et sur les marchés américains. Voilà. Donc dès que cette courbe rouge clôture à la baisse, croise à la baisse le 10, je dis bien la clôture, hein, pas seulement le croisement intraday. Donc dès qu'on a une clôture dorénavant en dessous de 10 de ce disparity index, on aura un signal haussier pour les marchés américains. Et là, vous voyez d'ailleurs, on a un disparity. Si on met des bandes de Bollinger à 200 périodes avec un écart type de 2, vous voyez qu'on est quand même proche de la borne haute. C'est-à-dire que l'écart relatif entre le VIX et sa moyenne mobile est quand même très très important puisqu'on est proche de la borne haute. Ce qui veut potentiellement dire qu'on est dans une phase d'excès de momentum. Parce qu'il même indique qu'on est dans une phase excès de momentum haussier. Voilà, donc à mon avis, on n'est pas loin d'avoir fait le point bas sur les marchés américains. Je pense que c'est aujourd'hui, mais alors, voilà, maintenant c'est qu'un sentiment. Il va falloir attendre des confirmations pour passer long finalement, puisque là on a une baisse de 4% et vous savez que la saison des résultats, c'est généralement ça a un impact quand même très bullish pour les marchés américains et européens. Bon, maintenant l'Europe est quand même pas mal impactée par l'Italie et de plus en plus finalement par le Brexit. Le Brexit, ça approche. On a le Conseil européen, ça sera la semaine prochaine, jeudi, vendredi la semaine prochaine. Les Européens attendent une proposition concrète, avancée
de Theresa May et de son gouvernement sur la frontière irlandaise. S'il n'y a pas d'accord, ce sera pour novembre prochain. Voilà, donc on a quand même pas mal de facteurs qui approchent en Europe, même si le Brexit n'a pas vraiment d'impact sur le marché européen. C'est pas parce qu'il n'y en a pas eu ces derniers mois, ces dernières années, qu'on n'en aura pas à l'approche du Brexit. Bon, donc Italie plus Brexit, c'est quand même une source d'incertitude l'Europe à court terme. Donc voilà. En premier, donc de toute façon, dans un premier temps, on le voit techniquement, c'est les marchés américains qui sont les plus solides. Donc voilà. Donc CAC 40 revenu aux 5300 points. Que dire, 5300 points, c'est un support important, c'est le S1 mensuel. Vous voyez que les acheteurs se sont manifestés à ce niveau de prix hier. Donc voilà, 5300, c'est un support à ne pas dépasser. Si on le dépasse, il va falloir viser les 5246, qui est le plus bas, vous voyez, du 10 septembre, qui est également le plus bas du 2 juillet. Et voilà, tout simplement. Donc c'est un niveau de support important, les 5250 à peu près. Donc si on passe sous les 5300, on ira chercher 5244. En attendant, tant que ce support tient, eh bien, c'est possible d'aller viser finalement le plus haut, le prix d'ouverture de la veille. Donc les 5336 points. Le DAX, c'est le même topo, on est à 11 955, on est quand même assez bas. Vous voyez qu'on est au support finalement du 10 septembre. On n'est pas au plus bas de mars, mais vous voyez qu'on est relativement proche si on prend une fourchette de 1 an sur une année. Vous voyez quand même le DAX, on est un plus bas d'1 an à peu près. Donc on n'est pas non plus on est sur un niveau de prix où les acheteurs devraient être assez présents. D'ailleurs, si on met les volumes. Donc on a beaucoup de volume ici. Donc là, ça va être une résistance 12 378. On a des volumes importants à 13 000, ce qui est logique. Et là, finalement, vous voyez, on a des volumes, mais pas non plus, c'est pas exceptionnel. C'est pas non plus exceptionnel. Mais bon, puisque c'est un plus bas d'1 an, généralement c'est psychologique. Plus bas de 52 semaines, c'est extrêmement surveillé. Donc sur 1 an, dès qu'on a un plus bas et un plus haut, c'est pour ça que le breakout d'un plus haut d'1 an ou d'un plus bas d'1 an est une indication assez particulière, assez importante. Donc voilà, généralement le plus bas d'1 an, le plus haut d'1 an, c'est un niveau de support et de résistance. C'est pour ça que c'est tout à fait possible, par exemple, de mettre canal de Donchamp. Canal de Donchamp, c'est ni plus ni moins qu'un plus haut et qu'un plus bas sur une certaine période. Canal de Donchamp, et au lieu de mettre 200, eh bien, on vient mettre, alors, puisqu'il y a 20 séances de bourse à peu près par mois, 20 x 12, ça fait 240. Comme ça, 240, ça nous permet d'avoir le plus haut et le plus bas d'1 an. Et vous voyez que le plus bas d'1 an, il est à peu près 11 700. Donc 11 700, c'est le niveau de support à pas dépasser. Si on passe sous 11 700, il y aura un momentum vendeur qui devrait s'accentuer en direction des 10 000 points. Je dis pas qu'on ira chercher les 10 000, mais voilà, il va falloir chercher assez bas si on fait un plus bas d'1 an. Bon, donc 11 700, niveau de support à ne pas dépasser, et là déjà 11 960, 11 852 précisément, c'est un support majeur. Donc si on passe sous les 11 000, sous le S1 mensuel, alors je vais enlever ce canal Donchamp parce que voilà. Donc si on passe sous le S1 mensuel, on ira chercher les 11 850. Je rappelle que le DAX, l'Allemagne, l'économie allemande, c'est la plus, exposée au protectionnisme américain. S'il venait à avoir une escalade de tension entre l'UE et les États-Unis sur le plan commercial, l'Allemagne serait la plus impactée. Et c'est pour cela finalement que le DAX sous-performe la plupart des indices européens majeurs. Voilà, si on compare par exemple au FTSE, si on compare au CAC 40, si on compare même à l'Eurostoxx, il me semble, eh bien le DAX sous-performe. Regardons cela. DAX comparé, donc CAC, et on va mettre FX1. Donc là, on a l'Eurostoxx, year to date, et voilà. Donc le DAX sous-performe l'Eurostoxx, sous-performe le CAC, sous-performe également le Stoxx 600. Stoxx 600 qui est l'indice européen, c'est pas la zone euro, hein, c'est l'indice européen, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs suisses, il y a des valeurs polonaises, il y a des valeurs britanniques. Et vous voyez, Stoxx 600, moins 366. Donc voilà, le DAX globalement sous-performe
les benchmarks européens. Bien évidemment, le MIB et l'IBEX sous-performent encore plus parce que c'est des pays du Sud, mais voilà. D'ailleurs, on va voir quand même l'IBEX. Oui, voilà, l'IBEX sous-performe. Mais vous voyez que le DAX, qui a ses dividendes réinvestis, le DAX, sous-performe les benchmarks européens. Donc voilà, vraiment le DAX qui est particulièrement exposé au protectionnisme américain. Donc support à court terme, le SA mensuel. Si on passe en dessous, on ira chez les 11 150, puis 11 700. Et à court terme, potentiel haussier pour venir à ce, vous voyez, au prix d'ouverture de la veille, donc vers 12 000 points. Donc une hausse de 40 points. Voilà pour les indices. On passe sur le FX. On passe sur le FX avec toujours un bon. Bon, je vais pas y venir tous les jours, mais en clair, Euro-UD, Euro-NZD, bon, c'est haussier. Même si on a un repli ces deux dernières séances, on a une respiration de l'AUD, ça ne change en rien. Nos stratégies baissières AUD, NZD. Voilà, encore une fois. Euro-UD, c'est bullish. Euro-NZD, c'est bullish sur du court, moyen, long terme. Tout comme GBP-UD, GBP-NZD. Voilà, je vais regarder GBP-UD. Je focalise plutôt sur les paires euros, puisque si vous avez un compte de trading en euros, eh bien les paires en euros, vous n'avez pas de finalement, vous n'avez pas vraiment de taux de change. Alors que si vous tradez le GBP-UD, ensuite vous devrez, il y aura un taux de conversion qui sera fait pour que vous aurez vos profits en euros. C'est pour ça que j'ai plutôt les paires en euros, vous voyez ici dans ma liste, plutôt que des paires en GBP. J'ai les paires majeures, bien évidemment, mais les paires euros également. Donc GBP-UD, pareil, nouveau plus haut, vous voyez, d'un an. Si on se met sur un an, on a eu un nouveau plus haut qui a été fait vendredi la semaine dernière. Donc c'est haussier, pullback sur les 1,84. Là concrètement, faut chercher des niveaux de prix pour passer à l'achat. Là vous voyez, on avait, alors, je vais faire un petit tri sur toutes ces droites. Donc nous sommes sur le graphique hebdomadaire. Nous allons mettre les niveaux de support et de résistance. Voilà, donc la prochaine résistance, c'est les deux finalement. Là, quand on regarde ce graphique, on va enlever les bandes de Bollinger. Voilà. Dès qu'on voit ce graphique, je vois pas une résistance avant les 2 dollars. 2 dollars australiens, la livre sterling. Alors j'en vois peut-être une intermédiaire ici. Voilà. 1,91. Mais sinon, je vois pas d'autres niveaux de support ou de résistance. Donc voilà, dans l'idée, GBP-UD, GBP-NZD, il y a des chances qu'on a cherché les deux. Tout simplement. Maintenant, il faut savoir que le GBP est de plus en plus volatile à mesure qu'on approche de, on va dire, la date butoir pour une négociation. Même si, voilà, s'il n'y a pas d'accord, eh bien, ça sera reporté. Mais voilà, dans l'idée, plus on arrive proche du Brexit, qui est le 29 mars prochain, et plus on aura normalement de volatilité sur le Brexit en l'absence d'un accord. De volatilité sur le GBP, pardon, en l'absence d'un accord. Donc là, on a un canal que le cours est en train de tester, comme vous pouvez constater. Donc on peut s'attendre finalement à un ralentissement du momentum à court terme, puisque un canal, c'est comme une résistance, c'est pas une indication pour shorter, puisque la tendance elle est haussière, mais c'est une indication qui nous dit que le momentum pourrait ralentir et qu'on arrive dans une phase de, dans une phase de prise de bénéfice, tout simplement. Donc voilà, petite respiration à s'attendre, mais si on a un retour, vous voyez, aux anciens sommets, c'est-à-dire vers les 1,83, 1,84, donc dans pas beaucoup de pips, vous voyez, eh bien, ça serait en fait une zone, une zone d'achat, tout simplement. Donc là, vous voyez, on a la zone d'achat qui est juste ici. Ça, c'est la zone de support résistance.
Et prochaine résistance majeure après ce niveau-là, c'est les 2. Donc déjà 1,90, puis 2. GBP-NZD, pareil. GBP-NZD, donc on a eu un nouveau plus haut d'un an. Oui, nouveau plus haut d'un an. C'était ici le 1er décembre, l'ancien sommet. On a eu un breakout le 19, un nouveau breakout en début octobre. Là, on vient chercher une résistance qui est les 2,04. Prochaine résistance, ça sera les 2,08. Donc, je vais retracer le niveau de support résistance avec vous. Alors, je vais chercher un niveau intermédiaire. Voilà, donc prochaine résistance 2,09. Ça, c'est la prochaine résistance majeure. Et je pense que vu le momentum baissier sur le NZD et vu l'analyse technique de notre pound index, bien qu'on ait ces incertitudes, hein, on a beaucoup d'incertitudes sur le GBP en raison du Brexit. L'analyse technique, qu'est-ce que nous dit l'analyse technique du GBP index qui est ici équipondéré avec l'ensemble des devises majeures? Eh bien, cet index nous dit que la tendance est haussière puisque le cours est au-dessus de ses moyennes mobiles à 250 jours et la lagging span est au-dessus non seulement du nuage mais également du prix. Donc, tendance haussière. Alors que le NZD, c'est tout l'inverse. Donc voilà, malgré la situation fondamentale qui nous donne seulement un contexte, hein, le fondamental, c'est seulement un contexte, c'est pas avec le fondamental qu'on trade. Ce qu'on trade avant tout, c'est le prix, c'est pas le taux de chômage, ou l'IPC, ou le PMI. D'accord? Donc on achète ou on vend avant tout un prix. C'est pour ça que l'analyse du prix, l'analyse technique est indispensable, alors que l'analyse fondamentale n'est pas forcément indispensable pour trader. Hein. Donc voilà, GBP-NZD, c'est tendance haussière, prochaine résistance 2,1 si on devait arrondir, 2,1. Donc là dans l'idée, on vient chercher un retracement. On a eu un puissant momentum, donc on peut pas s'attendre à un retracement de 60%. En tout cas, c'est peu probable. Hein. Mais voilà, donc on va attendre un retour de un pullback de 38%. 38%, plus le momentum est haussier, moins le pullback se fait de façon importante. Pourquoi? Bien parce que plus le momentum est haussier, plus ça veut dire qu'il y avait une pression acheteuse importante. Et donc les acheteurs sont finalement majoritairement et très majoritairement présents. Voilà, donc plus le momentum est haussier et plus moins on a de retracement, à part quand on a des spikes. À part quand on a des spikes, vous savez, les grosses, les importants chandeliers, qui sont retracés en quelques, le chandelier suivant ou le chandelier juste après. Donc voilà, mais là c'est pas un spike. C'est pas un spike. Donc voilà, retracement 38. Si on revient en fait à 2 à peu près, eh bien, il va falloir s'intéresser aux positions acheteuses pour viser les 2,1. Alors, je regarde vos questions. Deux choses, US Oil toujours haussier, objectif inchangé, oui. Et USD-CAD ne passe pas la trendline des plus hauts du 6,9 et 27,09 daily, fin du rebond. Alors, on regarde cela. Donc voilà, GBP-UD, GBP-NZD, c'est haussier, mais tout comme l'euro-UD, l'euro-NZD, ou vente AUD, USD, NZD, USD, ou AUD CAD, NZD CAD. En clair, l'AUD et le NZD, pour moi, se vendent face aux devises majeures. Et si on regarde nos index, quelles sont les devises majeures? C'est l'euro, le GBP, le CAD, le dollar USD. Voilà. Si on fait abstrait de l'analyse fondamentale, ces quatre devises sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 à 50 séances et la lagging span au-dessus de leur nuage Ishimoku. Donc voilà, c'est ces quatre devises haussières, ces quatre devises techniquement peuvent s'acheter face à l'AUD ou le NZD. Aussi longtemps que ces quatre devises seront haussières et que les AUD et le NZD seront baissiers. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent.
L'USD CAD, je répondrai ensuite à votre question pétrole. Je passerai aux commodities à la fin. Donc USD CAD. Donc la trendline ici, qu'on n'est pas passé au-dessus, en effet. Est-ce qu'on a un signal baissier? Alors, ce qu'on a ici, c'est quand même une belle shooting star. On a un corps, enfin une mèche qui est au moins 2 fois plus importante que le chandelier, que le corps en lui-même. Donc voilà, on a une shooting star ici, ce qui est un signal baissier. En plus, vous voyez que les vendeurs sont manifestés depuis le pivot mensuel. Donc en fait, on a eu un momentum aussi en intraday. Et enfin, le renversement, seconde partie de journée, contact moyenne mobile à 50 jours. Donc voilà, là on a eu les vendeurs. Ça peut être un signal vendeur à condition qu'on a ce chandelier qui clôture en baisse. Et normalement, le mieux c'est qu'on ait un gap entre la shooting star et le prochain chandelier, chose que nous n'avons pas. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que cette shooting star est pas parfaite. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de ces, comme on en a parlé la semaine dernière, de ces configurations, ces patterns de court terme qui sont efficaces. Donc voilà, en tout cas, RSI revenu sur 50. Moi, je reste toujours avec un cap baissier. Certes, le cours est revenu au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, mais la Greenspan reste en dessous de son nuage. Donc voilà, on n'a pas le momentum baissier qu'on voulait, mais là concrètement, on a un niveau de prix assez intéressant, je pense, pour passer à la vente. Si on regarde notre index, CAD index, on a un léger rebond, pas non plus un rebond important et pas sur support. Voilà, on n'est pas sur un niveau de prix parfait, mais voilà, attendons des confirmations avant de shorter à nouveau l'USD CAD. Attendons plutôt un avalement baissier, même si voilà, ça nous fait perdre quelques points, au moins on a une confirmation. Petite divergence haussière H4 sur euro-dollar sur le RSI valide selon vous? Alors, c'est vrai que euro-dollar à court terme, moi je trouve assez compliqué parce qu'il y a pas mal d'incertitudes qui font, enfin de facteurs qui font influencer l'euro-dollar et c'est plutôt des facteurs politiques, donc c'est pas vraiment forcément très facile. L'euro-dollar, oui, il y a une divergence, mais qui n'est alors déjà une divergence, c'est difficile d'exploiter une divergence. Une divergence, ça indique simplement que finalement la tendance actuelle n'est plus alimentée par le momentum. Ça, une divergence apparaît généralement en fin de tendance. Ça peut être en fin de tendance, ce qui va permettre une correction, ou finalement en fin de tendance, qui va permettre un renversement de la tendance. Voilà, donc on ne sait pas vraiment de quoi attendre une divergence. Si on a un renversement de la tendance ou si on a une simple correction. Voilà, donc le mieux, c'est qu'on attende que le momentum devienne bullish, c'est-à-dire que le RSI passe au-dessus de 50, et ensuite on pourra s'attendre à un rebond assez important de l'euro-dollar, on va dire 38 voire même 50%. Maintenant, bon là le momentum baissier s'est calmé depuis le début de la semaine, mais vu la tendance baissière depuis l'incertitude en Italie, vous voyez depuis le pic, depuis le lundi 24 septembre, eh bien faut rester plutôt prudent. Faut rester plutôt prudent sur l'euro-dollar. Il y a deux facteurs qui font varier beaucoup l'euro-dollar, c'est le spread BTP Bund qui est alimenté par tous les commentaires du gouvernement italien ou des commissaires européens, et on a le spread BTP Bund, et on a les taux longs américains, les rendements américains qui sont alimentés par les statistiques macroéconomiques. Donc là jusqu'à jeudi on n'a pas vraiment de statistiques macroéconomiques américaines majeures. Je rappelle que jeudi on a l'IPC, ou par les commentaires des différents gouverneurs de la Fed. Voilà, donc c'est assez compliqué d'anticiper l'euro-dollar parce qu'on voit que finalement ces facteurs-là ont un poids très important sur sur le spread et sur le 10 ans américain et également sur l'euro-dollar. Donc voilà, l'analyse technique, oui, c'est ce qu'on trade, mais là techniquement, déjà on n'a pas de signaux haussiers, on a un prix qui consolide et voilà. Donc l'euro-dollar, moi ça me semble beaucoup trop compliqué à le trader. Si on passe sous les 1,1466, on ira très probablement chercher donc le SE hebdomadaire à 1,1375. Mais oui, en effet, on a une divergence baissière. On a une divergence baissière à court terme. Philippe, bonjour à vous Philippe. On a eu un beau réversal sur le Dow Jones hier. Est-il considéré pour une éventuelle relance haussière?
en horaire, on pourrait aller chercher quel niveau, s'il vous plaît, a-t-on avec les volumes ou autre niveau des 26 650, difficile à repasser. Alors pour moi, voilà, je pense qu'il y aura une relance haussière aujourd'hui. Maintenant, c'est un sentiment que j'ai, c'est vraiment un feeling. Vous savez que les traders, enfin, vous aussi, on a tous des feelings. Maintenant, ça reste vraiment des sentiments et on ne traite pas avec les sentiments. Donc, je peux pas me baser sur mon sentiment pour vous dire qu'on aura forcément une relance. Mais je pense que oui, on aura une relance aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, ça va beaucoup dépendre du 10 ans américain. Une hausse trop rapide du 10 ans américain, ça fait pression sur les marchés actions comme on a pu le constater ces dernières séances. Maintenant, oui, je m'attends à un rebond aujourd'hui. Je m'attends à un rebond. Donc Wall Street en horaire, la résistance à surveiller. Alors la prochaine résistance, c'est le pivot hebdomadaire, les 26 114. 26 114, je vous rappelle, c'était l'ancien sommet de janvier que le Dow Jones a dépassé pendant quelques séances en début octobre, mais qui est vite repassé en dessous. Vous voyez, cette configuration, c'est une top island. Ça, c'est une configuration baissière. C'est quand on a un gap. Ça, c'est le gap, gap d'essoufflement. Ensuite, on a le plafond, la résistance, et gap de rupture. Voilà. Et ça forme un top island. Et c'est une configuration très baissière. Voilà. Néanmoins, là, on a un rebond, vous voyez. Et je pense que c'est possible qu'on a cherché les 26 114. En tout cas, c'est le support, c'est la résistance, pardon, à surveiller. C'est la résistance à surveiller puisque, comme je vous l'ai dit, c'est 26 614, c'est l'ancien sommet de janvier. L'ancien sommet de janvier, vous voyez ici. Donc, c'est le support à surveiller. Et si on repasse en dessous du pivot mensuel, on ira chez les 26 167 points. A-t-on les volumes? Oui, nous avons les volumes. Nous avons les volumes. Tac. Volume. Et on a même, il me semble, unbalance volume qu'on va pouvoir mettre ici. Bon, maintenant ça c'est volume, etc. Unbalance volume. Ah, on peut pas le mettre sur le prix, dommage. Ça va être utile sur du graphique journalier. Hein. Sur du graphique horaire, ça sert pas à grand chose les volumes ni les unbalance volume. Voilà, donc unbalance volume, c'est haussier concrètement, à part depuis bon le plus bas du mercredi, enfin le plus haut du mercredi 3 octobre. En fait, unbalance volume, ça va être un indicateur qui va permettre de confirmer ou à l'inverse infirmer les breakouts. C'est-à-dire que dans l'idée, on souhaite que les volumes accompagnent le prix. Cet indicateur, en fait, additionne ou soustrait les volumes si, selon comment a clôturé la séance. Si, par exemple, on a eu une séance baissière, eh bien, les volumes vont être soustraits à cet indicateur. Si on a une séance haussière, les volumes de la séance vont être ajoutés à cet indicateur. Et ce que l'on souhaite, c'est qu'on ait un breakout du prix confirmé par un breakout des volumes et donc de cet indicateur. Et en fait, dès qu'on a un breakout qui n'est pas soutenu par les unbalance volume, eh bien, ça va être un indicateur, ça va être une indication que, eh bien, à prendre en compte. Ça va être un indicateur à prendre en compte. Maintenant, je ne sais pas si c'est un indicateur très fiable, ça c'est la théorie, et je n'ai pas trouvé de chiffres, de statistiques qui prouvent si cette stratégie, comment dire, vaut la peine d'être suivie. Voilà. Je sais que les volumes, on entend beaucoup parler. C'était très utile avant, mais maintenant, parce qu'il y a énormément de volumes qui sont réalisés sur les contrats futurs, de plus en plus, eh bien, puisque les contrats futurs, c'est pas des volumes, c'est des contrats, et donc les contrats ne sont pas compris dans les volumes, et bien du coup, en fait, on n'a pas toutes les données. Donc voilà, les volumes, c'est de plus en plus critiqué dans les nouveaux livres d'analyse technique. Donc moi, je ferai attention au niveau des volumes.
C'est une indication à en prendre en compte, voilà, ça va permettre de confirmer, mais c'est pas non plus l'indicateur, c'est pas un indicateur magique. Le Nasdaq, pour moi, pourrait rebondir sur les plus bas d'hier. Merci, j'ai bien gagné sur le Reversal, mais c'était assez punchy. Alors oui, hein, c'était assez critique hier, hein. Honnêtement, on avait un chandelier baissier extrêmement important. C'était surprenant, puisque le rendement de 10 ans américain n'était pas parti vraiment en hausse, hein, hier. Mais bon, on a eu Nasdaq et le marché américain qui ont commencé la séance en rouge, mais vraiment une importante baisse. Vous voyez qu'en intraday, on a vu l'ouverture, on avait une baisse de plus d'un 58%, 1,06% pardon sur le Nasdaq, et finalement on a eu le rebond. Non, même plus, pardon. 1,36% de baisse, et enfin on a clôturé en légère baisse finalement. Donc voilà, Nasdaq, Doji. Voilà. Encore une fois, on n'a pas le signal technique, on n'a pas de signal bullish, mais en tout cas, moi pour moi le signal le plus important, c'est vraiment ce VIX avec le disparity index et le fait que lorsqu'on a ce disparity index, donc disparity, l'écart relatif entre le VIX et sa moyenne mobile à 10 jours, dès qu'on a cet écart relatif qui croise à la baisse 10%, eh bien on a un signal généralement extrêmement eh bien haussier pour les marchés américains. Non seulement pour les S&P, mais pour les marchés actions de manière générale. Les marchés américains. Donc voilà, pour moi c'est l'indication qui me donne ce sentiment que on va avoir un rebond soit aujourd'hui, soit lors des prochaines séances. J'ai du mal à croire à imaginer qu'on ait une poursuite de la baisse. Maintenant, tout est possible, voilà, il n'y a jamais 100% de probabilité. Je ne peux pas garantir qu'on aura un rebond, mais voilà, c'est le sentiment que j'ai. Le signal, on ne l'a pas encore puisque cet écart relatif entre la moyenne mobile à 10 jours du VIX et le VIX est de 13%. C'est-à-dire qu'il a dépassé à la hausse, mais il n'a pas croisé à la baisse les 10%. Et le signal haussier sur les marchés actions, c'est lorsque ce disparity, cet écart relatif, croise à la baisse 10%. Quel est le code pour le VIX? Eh bien, le code pour le VIX, c'est VIX. VIX. Le top island est un peu similaire à épaule tête épaule. Alors, c'est une figure de retournement, maintenant similaire, pas vraiment. Épaule tête épaule, il n'y a pas forcément de gap, alors que le top island, c'est indispensable qu'il y ait des gaps. Un top island, ça dure ça prend quelques jours à former, alors qu'une épaule tête épaule, ça prend plusieurs semaines. Voilà, c'est une figure de retournement. Maintenant, c'est similaire en termes, alors peut-être en termes de chiffres, de taux de réussite, etc. Peut-être. En tout cas, je sais que l'épaule tête épaule, il y a une étude qui est sortie, c'est Bulkowski. C'est un site web que je vous ai fait voir la semaine dernière. Bulkowski.com pour ceux qui veulent avoir des probabilités, des chiffres concrets sur le taux de réussite des patterns. Eh bien, l'épaule tête épaule, c'est l'une des configurations de chartiste ou peut-être la configuration de chartiste la plus fiable. Voilà, donc voilà. Alors que le top island, je ne sais pas. C'est pour ça que je ne vous le dis pas. Honnêtement, j'ai pas vu les chiffres, donc je ne vais pas vous avancer voilà, des chiffres. Pouvez-vous remontrer comment on place les cartes types sur le VIX ou peut-être l'avez-vous déjà fait précédemment? Alors oui, je l'ai fait, mais je vais le refaire. C'est un indicateur assez utile pour payer les replis finalement. Vous savez la fameuse phrase buy the dip. Si vous croyez à acheter les replis, eh bien cette stratégie est peut-être, enfin c'est la meilleure que je connaisse. Honnêtement, c'est la meilleure. C'est la meilleure et voilà, c'est ce que j'ai fait voir avec toutes ces lignes à un collègue qui était particulièrement surpris. Tac, donc j'ai enlevé tous les indicateurs. Je vous invite à regarder, ça ne sera pas du temps perdu. Disparity Index. Donc disparity, écart relatif, je rappelle, entre un prix et une moyenne mobile. Écart relatif, c'est un écart en pourcentage. Donc là, par exemple, c'est quoi 13,77? C'est-à-dire que entre le VIX et sa moyenne mobile à 10 jours qu'on va ajouter pour voir que ce soit lisible, eh bien, il y a 13% de différence. Alors pourquoi ça ne veut pas mettre cette moyenne mobile? Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas mettre la moyenne mobile. Bon,
13% d'écart entre le VIX et la moyenne mobile à 10 jours. D'accord? Et dès qu'on a un croisement à la baisse de 10, de la valeur 10, statistiquement, sur du très 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 long terme, je parle sur des décennies, on a eu un signal haussier sur le S&P. Je vous le fais avoir. S&P que nous mettons devant nous en noir. Et on va mettre des lignes verticales vertes lorsque ce disparity index croise à la baisse 10. Donc ici, vous voyez, 30 mai, croisement à la baisse. Croisement à la baisse ici. Ici également, vous voyez que ici, clôture sous 10. On va continuer ici. Ici, clôture sous 10. Pareil ici. Alors, on l'a déjà fait. Ici, pareil. Clôture. Vous voyez, on est au-dessus de 10. On passe en dessous. Etc. On peut continuer encore longtemps. Voilà. Et si vous regardez, les points d'achat ont été quand même assez pertinents. Bon, cette stratégie n'est pas 100% gagnante. Bien évidemment, il n'y a aucune stratégie qui est 100% gagnante. C'est pour ça que la gestion du risque est indispensable. C'est ça qui vous fera de vous un trader gagnant. C'est vraiment les points d'entrée. Honnêtement, il y a plein de stratégies qui offrent des points d'entrée. Maintenant, la gestion du risque, c'est vraiment l'art du trading. C'est vraiment la chose qui va vous faire être soit un trader gagnant, soit un trader perdant. Si vous ne savez pas placer un stop, si vous ne savez pas gérer vos ratios risque-rendement, vous pouvez avoir la meilleure stratégie, enfin les meilleurs signaux d'entrée, comme ce qu'on a ici. Honnêtement, je pense que c'est, moi en tout cas, c'est la meilleure stratégie d'entrée que je connais sur les marchés américains. Je connais pas mieux. Je connais pas mieux. Donc voilà. Vous voyez que ces points d'entrée sont quand même assez pertinents. Or, c'est pas le point bas au pips près, mais c'est quand même assez pertinent. Et voilà. Et à l'inverse, on a donc statistiquement, voilà, on va dire un signal de prise de bénéfice, pas forcément pas de short puisqu'on est dans une tendance haussière, mais lorsqu'on est à moins 5, lorsque ce disparity est à moins 5, maintenant voilà, il y a toujours moyen d'améliorer, je veux dire 10% et moins 5, c'est voilà, c'est ce que moi j'ai remarqué, ce que j'ai pu apprendre. Maintenant, voilà, il y a peut-être mieux à faire. Vous, de votre côté, faites vos recherches. Peut-être que finalement, c'est pas 10%, mais c'est 15% qui offre un meilleur point d'entrée. C'est peut-être pas moins 5, mais c'est moins 10 pour prendre ses bénéfices. Voilà, il y a de quoi améliorer cette stratégie. Il n'y a rien de parfait là-dedans. Mais en tout cas, c'est une bonne base pour commencer. Et lorsque, du coup, on a le croisement à la hausse de 5, qu'on va mettre en rouge. Voilà, donc ça, c'est un webinaire éducatif. De toute façon, j'aurai le plaisir de vous faire un webinaire éducatif à ce sujet. Et voilà, donc je vais faire ça rapidement. Donc là, vous voyez, DIX1 ici, d'accord? Il faut que ça soit supérieur, qu'on a croisement à la hausse de moins 5, c'est prise de bénéfice. Donc vous voyez, on n'a pas le plus bas et le plus, on a généralement le plus bas, mais on n'a pas forcément le sommet. Le sommet, il y a de quoi améliorer, croyez-moi. Croyez-moi, puisque j'ai pu améliorer cette stratégie. Bon, maintenant, je vous laisse quand même creuser de votre côté pour aller chercher les points hauts. Mais voilà. Honnêtement, cette stratégie est assez intéressante à développer. C'est pas un kit prêt à utiliser. Faut pas se lancer sur les marchés juste avec cette stratégie. Mais honnêtement, c'est un bon début. Voilà. Donc, Disparity Index, VIX, regardez de votre côté. Encore une fois, n'appliquez pas cette stratégie tout de suite sur votre compte réel. Si vous l'aimez bien, testez-la sur sur un compte démo. Ensuite, si c'est si ça confirme, enfin si vous avez des bons résultats, commencez avec des petits lots sur vos comptes réels et ensuite appliquez-la comme une stratégie classique que vous utilisez, que vous exploitez déjà. Mais voilà. En tout cas, c'est pas une stratégie qui va vous donner 10 signaux par mois. En moyenne, c'est un signal par mois, grand maximum, en moyenne. Voilà. Donc voilà. Mais après, bon, c'est pas parce qu'il y a un signal par mois que vous n'allez pas faire de gain. Parce que si finalement vous avez 1%, enfin un signal par mois, mais que chaque signal
vous avez un ratio de rendement moyen de 3, 4 ou 5, eh bien imaginez vous risquez que 1% de votre capital, c'est-à-dire que chaque mois, avec simplement un signal, vous avez potentiellement un ratio de rendement de 5, donc de 5%. Vous imaginez, donc c'est pas le nombre de signaux qui va déterminer si vous êtes le plus gagnant ou non. D'accord. Un scalper ne fait pas forcément plus de gains qu'un swing trader ou qu'un trader de long terme. D'accord. Bien au contraire, j'ai envie de dire. Plus on trade sur du court terme, plus on a le biais émotionnel qui prend le dessus. Donc en fait, plus on est trader de court terme, plus il faut être expérimenté, je dirais, sur les marchés. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je préfère le swing trading. Parce que voilà, je pense que c'est là où tout le monde devrait commencer. Après voilà, ça c'est mon opinion. Il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui pensent qui sont plus à l'aise sur le scalping, et ça, eh bien écoutez, si vous êtes plus à l'aise sur le scalping, eh bien tant mieux. Le mieux c'est de toute façon que chacun sache où il en est, ce qu'il préfère, etc. Mais bon, moi mes observations, c'est que le swing trading c'est beaucoup moins stressant finalement. En tout cas pour moi. Alors voilà, donc c'est valable en horaire. Alors non, c'est pas valable en horaire. C'est pas valable en horaire. Là, je vois les day traders qui veulent beaucoup de signaux. Non, ce n'est pas valable en horaire, cette stratégie. C'est valable uniquement sur du graphique journalier uniquement. L'hebdomadaire, je vais pas essayer. Maintenant, vous pouvez essayer en horaire, hein. Moi, je dis pas que ça marche pas en horaire. Je dis juste qu'elle a été développée sur un graphique sur une unité de temps journalière. Pourquoi pensez-vous qu'on va repasser la ligne du disparity 10 en ce moment? Alors, tout simplement parce que je vais vous mettre ajouter à cela des bandes de Bollinger. Donc, vous connaissez la théorie des bandes de Bollinger. Généralement, 90, 83, graphique trading view, voilà, ça apparaît. Donc, bande de Bollinger. On se met sur du 200 périodes. Même pas. Vous savez quoi? 20 périodes, voilà, c'est très bien. 20 périodes, et regardez, on est au-dessus des bandes de Bollinger. Et si vous regardez, même si on enlève les bandes de Bollinger, généralement, quand on dépasse 10, ça ne dure pas très longtemps. À part ici, on a eu le flash crash. Mais vous voyez qu'il a fallu 2 séances après qu'on ait dépassé 10 pour qu'on ait le flash crash. Donc voilà, le disparity, dès qu'on est au-dessus de 10, ça dure rarement plus de 2, 3, 4 séances. Mais encore une fois, le mieux, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de faire vos recherches vous. Mettez ce disparity index, appliquez-le, regardez, fouillez, vraiment soyez curieux sur ce disparity index, sur sa stratégie, sur toutes les stratégies, et voilà, faites vos observations. Mais moi en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que voilà, dès qu'on dépasse 10, ça dure rarement plusieurs séances. Et là, ça fait déjà, vous voyez, on dépasse au-dessus de 10, une, deux séances. Statistiquement, c'est pas souvent qu'on fait plus de 2 séances au-dessus de 10%. Voilà. Maintenant, le marché évolue tout le temps. C'est pour ça qu'on n'a pas tout le temps des signaux bons, hein. Pas 100% de signaux gagnants sur n'importe quelle stratégie. Mais voilà. C'est pour cela que je pense qu'on va avoir un regain on va avoir un VIX qui va continuer à baisser, en fait, qui va reprendre sa baisse et qui donc va faire rebondir marché-action. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'on va avoir un Nasdaq qui va rebondir aujourd'hui ou demain. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, moi je n'ai pour les commodities, j'avais une question sur l'or, pétrole. J'ai pris beaucoup de temps à parler de cette stratégie. De toute façon, j'aurai l'occasion de faire un webinaire éducatif à ce sujet mercredi, demain, webinaire spécial VIX avec stratégie de trading VIX et marché américain. Comme vous avez pu voir, c'est lié. Donc voilà, pour ceux qui sont plus curieux, si vous voulez mes observations, etc., plus précises, demain 18h webinaire éducatif sur le VIX, présentation du VIX, stratégie trading VIX, donc en lien forcément avec les marchés américains. Voilà. Donc or 1188, on revient en bas de ce triangle ou du range, hein, ça dépend, voilà, le point de vue. Il y a autant un range qu'un triangle.
C'est pour ça que les figures Chatty, c'est très compliqué de les trader parce que il y en a qui vont voir un triangle, il y en a d'autres qui vont voir un range. Donc voilà. En tout cas, on est revenu. Vous voyez qu'on a eu un rebond en bas de ce triangle, de ce support, et voilà. Donc c'était un petit peu l'idée d'hier. Comme quoi, si on dépassait le pivot mensuel, on allait chercher les 1183. Là, on a un possible rebond. Bien que le DXY rebondisse, voilà, tant qu'on reste dans ce triangle, eh bien, il y a plus de chances qu'on y reste qu'on y sort. Donc voilà, en tout cas, si on y sort, ça va donner une nouvelle direction, que ce soit à la baisse ou à la hausse. On est dans une tendance baissière, donc il y a plus de chances qu'on passe à la baisse. Maintenant, en fait, pour analyser l'or, il faut regarder l'USD CNH. Tant que l'USD CNH se maintient sous 7, la perspective baissière est assez limitée. Vous voyez, c'est corrélé négativement. L'USD CNH et le gold sont corrélés négativement, presque à 100%. Presque à 100%. Donc voilà. USD CNH haussier, gold baissier. Mais vous voyez que l'USD CNH arrive vers un sommet. 7, c'est la résistance à ne pas dépasser. C'est-à-dire que si là, on dépasse, imaginons, on dépasse les 6,95, ce sera un signal baissier sur le gold de court terme. Ce sera un signal baissier jusqu'à temps que l'USD CNH a cherché 7. Mais à 7, c'est vraiment une résistance psychologique très 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 importante. Voilà, c'est très important les 7. Donc voilà, pour analyser l'or, il faut regarder l'USD CNH. Tant que l'USD CNH est haussier, le gold sera sous pression. Le gold sera sous pression. Et à l'inverse, si l'USD CNH baisse, et vous voyez qu'on arrive sous résistance, là où on avait eu des vendeurs qui s'étaient manifestés à 6,95, 6,95, perspective haussière pour le gold. Voilà, donc gold, j'ai envie de dire que la perspective baissière, tant que l'USD CNH est sous 7, sous même 6,95, est assez limitée à court terme. Si on dépasse 6,95, l'USD CNH, le gold vient chercher 1160. Mais tant que l'USD CNH est sous 6,95, les 1180 devraient tenir. Voilà, ce triangle devrait tenir. Donc voilà. Voilà, et l'USD CNH, eh bien, va beaucoup dépendre de l'évolution de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et de comment le gouvernement chinois va réagir au niveau de sa politique monétaire et sa politique fiscale. Je rappelle que là, la Chine, depuis le début de la guerre commerciale, ouvre les robinets. Ouvre les robinets vraiment. Ce sont même plus des robinets, c'est des tuyaux incendie. C'est vraiment, ils ouvrent les liquidités pour vraiment booster la consommation des ménages, avec notamment une baisse de la fiscalité. Elle va revoir ses tarifs douaniers pour les entreprises étrangères afin d'apporter plus. Et dans le même temps, la Banque centrale de Chine réduit les réserves, les obligations de réserve des banques commerciales afin que ces banques commerciales prêtent plus d'argent et donc alimentent la consommation et la croissance. Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs qui provenant de la Chine, de mesures accommodantes afin de stimuler l'économie dans le but et bien évidemment de compenser ce potentiel ralentissement de l'économie chinoise qui va être provoqué par cette guerre commerciale. Donc voilà, la Chine qui booste la consommation domestique pour contrer, pour compenser, j'ai envie de dire, la baisse des exportations vers les États-Unis. Donc voilà, ça va beaucoup dépendre de l'USD CNH et des chiffres finalement de la Chine. On pourrait, ça me semble un peu, on va dire, trop lointain entre la relation entre le gold, entre l'or et la Chine, mais finalement ce qui va donner une nouvelle tendance à l'or, ça va être la guerre commerciale et les chiffres macro chinois. Si on a des chiffres macro chinois qui font bien mieux que les consensus, on aura une hausse du CNH, donc une baisse de l'USD CNH, et donc une hausse de l'or. Voilà, donc les chiffres chinois à suivre de très près. Le chiffre macro chinois à suivre de très près pour trader l'or. Et enfin, pétrole, inchangé, stratégie inchangée. Bon, là, on a un rebond. Concrètement, pourquoi stratégie inchangée? Déjà, techniquement, on est dans tendance haussière. Mais en plus de ça, fondamentalement, ce qui a nourri le cours de gold ces dernières séances, ces dernières même semaines, même mois, c'est quoi? Ces incertitudes sur les exportations iraniennes après le retour des sanctions financières américaines le 4 novembre. Eh bien,
elles sont toujours présentes. Il n'y a pas eu de changement entre cette semaine et la semaine dernière ou il y a un mois, d'accord? Les incertitudes sont inchangées, ce qui devrait continuer à alimenter le cours de l'or. Et tant qu'on n'a pas de changement de facteur, voilà, on n'a pas de nouveaux facteurs, eh bien, il n'y a pas de raison que le cours du pétrole, que les cours de pétrole se replient. Voilà, donc Brent, techniquement, la résistance elle est à 89,46 comme vous le savez, donc voilà, on vient tendre vers ce niveau de prix. Maintenant, il ne faut pas acheter le Brent à n'importe quel prix. Si on a par exemple ici une étoile du matin, comme ce qu'on a actuellement, eh bien, ça serait un signal haussier. C'est-à-dire qu'on attend la clôture finalement de ce chandelier. Si on a une clôture positive, on aura donc une étoile du matin, ce sera même pas, non, ce sera un marteau, pardon, un marteau, donc un stop sous le marteau et pour viser les 89,50. Pour le brut, vous voyez, rebond également avec un marteau pareil. Si on a une clôture avec un chandelier haussier, on va pouvoir rentrer à l'achat, enfin ce sera un signal haussier, peut-être mettre un stop sous le marteau et viser, comme vous savez, la résistance sur le WTI qui est à peu près 78$. Voilà donc pour mon point de marché. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera pour votre journée de trading. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour votre présence. Demain, prochain point de marché de ma part. Vous retrouverez Yoav Nizar tout à l'heure à 13h pour son point de marché. Alors, il y a un petit problème au niveau de ce widget, hein, voilà. Il y a un petit problème au niveau de l'heure, mais voilà, c'est bien 13h. C'est juste ce minuteur qui a un problème, hein, qui est pas bien. Et vous voyez d'ailleurs ici, il y a un petit problème. L'équipe informatique est dessus, ne vous inquiétez pas. Mais donc voilà, 13h, prochain webinaire de Yoav Nizar. Et sinon, moi, vous me retrouverez demain matin. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous et je vous dis donc à demain pour mon prochain point de marché.